Sylvie Cazenave-Perret, ambassadrice de l'entreprise du futur, voilà, donc à la tête, présidente du groupe Posson Packaging. On va rappeler dans un instant ce que c'est. À sa gauche, il y a Nicolas Euzet, PDG cofondateur de Switch Energy, et puis Yann de Feraudy, président de France Supply Chain. Je vous présente en un mot très court chacun et chacune de leurs entreprises. Sylvie, Posson Packaging, on est dans le Grand Ouest, hein, on est au-delà de la Bretagne, on est dans les Pays de la Loire, puisqu'on est dans le département de la Sarthe, tout près de Sablé-sur-Sarthe, à Louail exactement. Vous découpez, vous imprimez des packaging en carton compact et ondulé pour emballer toutes sortes d'objets. Quand vous allez acheter une cafetière, c'est peut-être du carton justement, fabriqué par Sylvie. Quand vous allez acheter des cartouches d'encre, c'est peut-être Sylvie aussi qui est derrière, des tisanes aussi. Voilà, c'est tout ça, Posson Packaging. Vous avez repris la boîte il y a presque 30 ans et tout de suite, vous êtes dit, on va travailler sur l'empreinte carbone. Vous avez mis l'accent sur l'environnement. Nicolas Euzet. Vous allez me dire, est-ce que vous connaissez l'énergie osmotique, mesdames, messieurs? Vous avez le droit de ne pas lever le doigt. Qui connaît l'énergie osmotique? Monsieur le président du MEDEF d'Ille-et-Vilaine, bien sûr. Voilà. L'énergie osmotique, c'est un truc génial. Nicolas Euzet a travaillé depuis 10 ans sur sa boîte. Il travaille sur la différence de salinité quand un fleuve arrive vers la mer. Le Rhône, par exemple, puisqu'il y a une expérience qui est menée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, mais pas que, on peut imaginer l'Amazone. Voilà. Il y a une différence de salinité qui fait que quand on met des capteurs, des membranes, ça génère de l'énergie dont on dit qu'elle est quasiment aussi importante que l'énergie des centrales nucléaires. Hein, c'est ça, donc Nicolas, on va en parler dans un instant. Vous avez développé ça, je trouve ça exceptionnel, justement. Et vous allez vous doter cette année d'une usine de 3000 m² tout près à Rennes-la-Janet, donc avec le démarrage, afin d'industrialiser la fabrication de ces générateurs d'électricité par osmose. Yann de Feraudy. Il est à la tête de l'association de référence quand on parle de France Supply Chain. France Supply Chain, c'est toutes les boîtes, hein, tous les professionnels qui, à l'intérieur des entreprises, donc vous-même, hein, quelque part, grande, petite, gèrent la logistique, l'entreposage, le transport, plus toutes les entreprises liées à ces services. C'est un poste important dans vos entreprises et c'est un poste important quand on parle de RSE, la supply chain. Et vous avez rédigé avec vos équipes un livre blanc tout à fait passionnant, Oser de nouveaux modèles vers une supply chain frugale et désirable, afin de faire de votre secteur finalement un levier de compétitivité, de durabilité. Alors en quoi la RSE est un moteur d'excellence opérationnelle? Voilà, on va décliner cette excellence opérationnelle tout au long de la matinée. Racontez-nous ce que vous avez fait concrètement dans vos entreprises. Tiens, Sylvie, racontez-nous donc depuis 30 ans tout ce que vous faites en faveur de la RSE. Le micro, pardon. Alors tout d'abord, l'entreprise, quand j'y suis rentrée, c'est une entreprise qui a aujourd'hui 80 ans. Donc quand j'y suis rentrée, elle avait 50 ans et elle avait déposé son bilan. Je répète toujours cette histoire parce que parfois, les entreprises vont en fait rebondir dans des situations de crise. Et ça nous impressionne toujours en tant que dirigeants, mais finalement, ça peut être aussi une opportunité de prendre conscience des enjeux. Donc dans une entreprise d'emballage, essentiellement orienté vers l'agroalimentaire, l'hygiène santé, puis l'industrie, sachant qu'il y a eu beaucoup de désindustrialisation. Donc, des emballages pour les cafetières, j'en fais plus beaucoup. Et donc, c'est une plaisanterie. La panoplie extrêmement Fabrice, c'est une plaisanterie. Nous sommes des complices. Donc c'est certain que l'éco-conception, par exemple, c'était quelque chose de très important. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il y a 30 ans, on en parlait beaucoup moins. Parce que dans un emballage à destination du mass market, on ne fait pas d'emballage de luxe, eh bien, le prix de l'emballage, c'est rien. C'est totalement résiduel dans le prix du produit. Donc, on va fabriquer en masse des produits et on va transformer en masse de la matière première. Et ça, c'est mettre au cœur de l'entreprise la compréhension que pour livrer le juste besoin du client, il faut qu'on utilise le juste besoin de matière première. Donc, c'est le début de la RSE. L'engagement, par exemple, vis-à-vis de ses créanciers, de les rembourser. L'engagement vis-à-vis du réglementaire. Moi, je viens du réglementaire, j'ai une formation juridique. Ça ne me venait même pas à l'idée de développer ou de redresser une entreprise sans respecter le juridique, même si la réglementation, elle peut paraître très coercitive. C'est aussi parfois, quand on la comprend bien, un moyen, un effet de levier dans l'entreprise pour anticiper. Ce qu'il faut dire, Sylvie, c'est que toutes les décisions que vous prenez, toutes les décisions stratégiques d'entreprise, elles sont faites justement à l'aune de cette préoccupation donc d'environnement.
d'environnement et de bien-être des salariés. J'entends. Parce que RSE dans ça une va acception ensemble. générale, bien sûr. Bon. Dans une entreprise qui est traumatisée par un dépôt de bilan, bien les salariés sont perdus. Voilà. J'ai échangé tout à l'heure avec l'un d'entre nous en disant qu'une entreprise, c'est un peu vraiment comme un bateau en fait. Alors c'est un peu facile, on est en Bretagne, on va dire, elle prend une image qui va plaire aux Bretons, mais moi j'adore en fait naviguer et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent en fait. Si on n'a pas de cap, si on n'a pas la compréhension du sens de ce que l'entreprise doit représenter sur son marché, si on ne sait pas le partager. Et la RSE, c'est un moyen de concrétiser ces axes de sens, d'y réfléchir déjà. La première chose, c'est d'y réfléchir, de partager ces enjeux et puis de faire progresser l'entreprise en respectant ces engagements qu'on prend au service de nos clients, de nos salariés et de ceux qui nous accompagnent dans le financement de nos projets. Et parmi l'un de ces caps, c'est finalement d'être neutre en CO2 tous les 3 ans. Travail de fourmi régulièrement. Voilà, c'est un travail vraiment chaque minute. Alors ça, c'est quelque chose, quand j'étais, donc avant d'arriver dans l'entreprise, je travaillais pour un tribunal de commerce en tant que stagiaire administrateur judiciaire. Donc tout modestement, j'ai validé mon stage, mais j'avais eu à fermer des entreprises au motif de passifs environnementaux. À l'époque, on est au début des années 90, c'est le grand mouvement de la désindustrialisation, et des conseils d'administration anglo-saxons à l'époque ferment des entreprises sur le territoire français au motif de passifs environnementaux. C'était des réglementations qu'on connaissait assez mal, en fait, à l'époque, mais moi, je me suis acculturée, j'ai appris, j'ai étudié. Donc, en rentrant dans une entreprise d'imprimerie, en outre, industrielle, évidemment que l'environnement va compter. Donc, souvenons-nous qu'en 2008, il y a le Grenelle de l'environnement. Et à partir du Grenelle de l'environnement, qui est la première prise de conscience concrète pour les industriels de ce qu'il va y avoir à faire au plan environnemental, moi, je me suis dit, bon, les États, en général, ils s'endettent, ils dépensent trop, surtout en France. Les entreprises ne votent pas. C'est facile de taxer les entreprises. On est au cœur du sujet aujourd'hui. Donc, un jour, on aura les taxes carbone, un jour on aura. Et donc on s'est attaché dans l'entreprise tous les ans, pas tous les 3 ans, Fabrice, tous les ans, à produire et à calculer notre bilan carbone. Et c'est devenu notre vecteur. Mais ce que je disais, tous les 3 ans, grâce justement à ce travail de fourmi, vous êtes neutre en CO2 tous les 3 ans. On gagne une année de CO2 tous les 3 ans et on sera complètement neutre en CO2 en 2028. Nicolas Heuzet, Switch, alors ça c'est votre ADN, clairement, travailler sur une énergie décarbonée, voilà, se réinventer en permanence. Et Switch Energy, quelque part, c'est vraiment l'exemple d'une transformation réussie avec un travail au départ de scientifique, puis d'ingénieur, puis d'industriel. Racontez-nous ce que vous avez fait, vous aussi, Nicolas. Alors, oui, Switch Energy, donc la société a 10 ans et c'est convertir de la science de paillasse dans un labo à Normal Sup à Paris en une vraie technologie industrielle. Donc c'est une course contre la montre parce que c'est de l'innovation, on est pré-revenu encore aujourd'hui, donc évidemment le temps c'est de l'argent et donc on veut aller vite. C'est aussi une course contre la montre parce qu'on développe une technologie qui va permettre de déployer une nouvelle source d'énergie à très grande échelle pour faire de l'électricité propre, pilotable, etc. Et donc on a pour revenir au sujet qui nous anime aujourd'hui, on a un petit frottement avec la RSE. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, comme on fait de l'énergie propre, on a le sentiment que c'est là, c'est notre ADN, c'est là, donc à la limite, on n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est pas aussi simple que ça, et je vais y revenir. Et puis, comme on est dans l'environnement, on va dire start-up pour faire court, on a plein de préoccupations sur des sujets complexes, et donc on a parfois une petite tension en se disant il faut aller à l'essentiel, on est une petite équipe, donc on n'a pas la possibilité nécessairement d'attendre pour recruter tel type de profil, etc. Donc il y a une tension qui existe finalement entre ce qu'on est et la RSE. Je provoque un peu en disant ça, une des raisons pour laquelle on a créé Switch Energy, c'est pour faire de l'énergie propre, donc c'est évidemment des sujets qui nous touchent. Et donc il nous a fallu, et moi le premier, un peu de temps pour voir comment on réconcilie tous ces thèmes en fait. Parce que finalement, la RSE, cette approche-là, elle est un peu partout. Comme on le dit, on fait de l'énergie propre. Donc évidemment, le sujet carbone et faire de l'énergie décarbonée, c'est notre raison d'être, je dirais. Mais quelque part, on a réfléchi aussi dès le début à comment on exploite une énergie propre avec une technologie propre.
Donc là, c'est devenu un premier enjeu. C'est-à-dire que nous, nos travaux se font sur des matériaux nouveaux, sur des systèmes nouveaux. Et quand on a commencé à développer la technologie, on s'est interrogé en disant il faut que les matériaux qu'on utilise soient propres, ou en tout cas le plus possible, parce que c'est un chemin. On ne gère pas tous les sujets d'un coup et du jour au lendemain. Et donc on est très fiers. Le cœur de nos systèmes, c'est des membranes, vous l'évoquiez tout à l'heure, Fabrice. Et ces membranes sont basées sur des biomatériaux sourçables localement, etc. Donc c'était un des enjeux. On s'est interrogé sur comment on fait dans l'industrie pour avoir des femmes. Sujet basique, hein. Dans l'industrie, il y a 22% de femmes en moyenne en industrie énergie. Chez Switch, il y en a 35%, on en est très fiers. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il faut aussi des femmes dans tous les domaines de l'entreprise et dans tous les niveaux de l'entreprise, quoi. Et c'est un chemin pareil, hein. Je pense on avance. Et quelque part... peut-être un peu... Enfin, moi, ça fait 20 ou 25 ans que j'ai la chance de développer des sociétés technologiques financées par du venture, etc. Et j'ai vu un grand shift qui devient, je crois, très positif. Il y a 20 ou 25 ans, mes investisseurs, dans d'autres projets, le sujet RSE, ce n'était pas un thème pour eux, quoi. Aujourd'hui, ça devient un sujet clé. Parfois trop d'ailleurs, parce que ça vient avec aussi des exigences de reporting, de suivi qui sont un peu déconnectées du projet. Mais trop, ou en tout cas, il y a besoin il faut à un moment trouver la bonne mesure, quoi. C'est comme tout, hein. Et puis c'est normal de passer par des choses extrêmes et puis après de rétablir. Mais quelque part, je trouve ça très vertueux. Mes deux derniers investisseurs qui sont rentrés dans le tour de table sont ce qu'on appelle des fonds article 9, des gros fonds, avec des contraintes très, très, très importantes. Et ça nous oblige quelque part. Et tout l'enjeu, et j'ai Mathilde qui est là dans la salle et on en parle souvent ensemble parce qu'elle travaille dessus, tout l'enjeu pour nous, c'est comment on fait de ces contraintes finalement un asset pour la boîte. Comment on transforme ça en asset pour la boîte. Alors quels exemples vous pourriez je peux donner un exemple. Nicolas, justement. Là, on vient de démarrer il y a quelques semaines ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie de nos produits. Et dans ma tête, on va le dire comme ça, c'était un sujet pour dans 2-3 ans. Parce que maturité de la technologie, suffisamment de recul, etc. Pour plein de raisons qui seraient assez pénibles à raconter aujourd'hui, enfin pas très intéressantes. On a décidé on a un comité ESG chez Switch Energy, on a décidé de démarrer ça dès cette année, d'une façon un petit peu avance de phase. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que ça permet très tôt d'identifier des sujets d'empreinte carbone qu'on sentait, mais qu'on n'avait pas forcément quantifié dès maintenant, avec des approximations. Aujourd'hui, il y a des sujets qui sont plus des ordres de grandeur que des informations précises, mais elles nous donnent un nouvel indicateur clé. Et parmi nos leviers de développement de notre technologie, au-delà de l'aspect coût, matériaux, etc., ça nous oblige quelque part à intégrer plus en amont que ce que j'avais moi-même imaginé, cette problématique de l'empreinte carbone. Et donc, je pense que c'est des choses qui marchent finalement assez bien. Après, il faut mobiliser l'équipe, il faut expliquer autour de ces enjeux. On va y revenir sur comment est-ce qu'on mobilise l'équipe. Encore, Yann, alors prenez le micro s'il vous plaît, qui se trouve. Bah oui, il y a 2 micros pour 3. Yann de Ferrodi, qu'est-ce que vous mettez dans cette supply chain durable, frugale? Donnez-nous des exemples. Comment est-ce qu'on produit? Comment est-ce qu'on transporte? Comment est-ce qu'on stocke mieux? Ouais. Voilà, avec moins d'empreintes. Alors, nous, on a une vision très large de ce qu'on appelle la supply chain ou la chaîne d'approvisionnement, ou vous appelez ça la chaîne de valeur, si vous voulez, dans une entreprise, on va dire, industrielle et commerciale. Et donc, on part du sourcing, c'est pour ça que ça résonne très bien chez moi, de partir du sourcing jusqu'à la livraison finale. Donc, quand on regarde comme ça, on s'aperçoit que c'est à peu près, c'est à peu près 80% du bilan carbone, quelque part. Et en ayant dit ça, on s'est fixé comme objectif de dire la supply chain, c'est là aussi pour changer le monde. C'est-à-dire que c'est un levier pour atteindre une certaine forme de neutralité si on la demande, mais c'est aussi pour transformer en fait profondément les opérations. Alors on a réfléchi autour de toute notre chaîne de valeur avec cette tension qui est exprimée par vous deux, que j'aime beaucoup. Il y a la tension du court terme, c'est-à-dire qu'il faut quand même gagner de l'argent. Moi, je travaillais très longtemps dans une entreprise bretonne, pour les regarder sur LinkedIn. Qui fait de la cosmétique, du côté de la Gacine. J'ai été assez vacciné avec un patron qui disait si on n'est pas bon économiquement, on ne pourra pas être bon pour la planète. Donc, il y a cette tension du court terme qui est il faut être performant.
Et puis j'en ai moi personnellement un petit peu assez qu'on nous rabâche, voilà, espèce de forme de culpabilité. Alors c'est pas bien, alors, gna, gna, gna. Et on ennuie tout le monde avec ça, alors que ça peut être un formidable levier, non seulement pour les équipes, mais aussi de transformation et de performance pour l'entreprise. Enfin, il y a cette tension du long terme. Et le long terme, c'est ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire je regarde à terme et je dois être neutre et je dois être vertueux et donc même si je regarde loin, je dois aussi m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Et pour ce faire, c'est transporter et produire plus juste, c'est-à-dire transporter ce qui doit être transporté en optimisant l'achargement des camions, par exemple. Ça, c'est une action assez concrète. Et produire plus juste, c'est produire la juste demande. Alors, on peut utiliser plein de technologies là-dessus. On peut utiliser aussi plein d'énergie intellectuelle. Mais l'histoire de dire, je vais éviter de faire du gâchis. Et en positionnant les choses comme ça, on est plus sobre. Et en étant plus sobre, eh ben, on gagne de l'argent tout de suite. L'économie circulaire, c'est l'avenir, Yann ? Alors ça, c'est le deuxième point, c'est l'économie circulaire. On veut promouvoir l'économie circulaire. Moi, j'ai fait partie d'une génération qui, pendant 40 ans, a optimisé une supply chain linéaire. En gros, je source, je transforme, je distribue et puis je jette. Et comment est-ce qu'on fait pour bâtir des supply chains qui vont être en support de ces retours, de ces petites boucles qui sont un formidable enjeu de développement économique local. Parce qu'il n'est pas question... on travaille dans l'association avec des grandes industries françaises, hein, par exemple Michelin, et pour aller rechapper un pneu, c'est pas la peine de lui faire traverser toute l'Europe. On perd la chemise en faisant ça. On fait même d'ailleurs l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc en fait, il y a des choses assez locales à faire. Et ça, c'est une chance énorme pour les territoires. C'est une chance énorme pour l'ensemble des entreprises aussi. L'excellence opérationnelle, comment est-ce qu'on mobilise, Sylvie, par exemple, les équipes autour de la RSE pour en faire quelque part un levier d'engagement collectif ? Vous avez tous et toutes souligné cet aspect important des équipes, des collaborateurs. Qu'est-ce que vous faites concrètement, par exemple, vous ? Alors, nous, on explique et on fait participer aussi. Et on fait participer aux résultats. Alors, je vais vous partager une innovation parce que j'en ai parlé tout à l'heure et la personne était étonnée qu'on ait fait ça. Elle m'a regardé comme ça. Oh ! En fait, comme on construit notre bilan carbone tous les ans, il y avait 2 points sur lesquels on n'était pas bon. C'était sur la supply chain, c'est-à-dire la distribution. Donc, on a choisi de réintégrer, par exemple, les plateformes logistiques. Et puis, la deuxième, c'était sur le trajet domicile-travail. Alors, je pense que ça, tu es d'accord, je partage ça ? Parce que ça a été très bon exemple. Ouais. Concret dans la vie des personnes. Bon, on est une usine, comme tout le monde sait, les usines, elles ne sont pas en pleine ville. Donc, on n'a pas de transport en commun, on n'a pas de métro, on n'a rien. Et donc, le trajet domicile-travail oblige les salariés, nos équipes, à avoir une voiture et parfois 2 voitures dans la même famille. Et évidemment, c'est un coût énorme, surtout avec on a eu les gilets jaunes, l'augmentation du coût du carburant. Donc, on nourrissait depuis longtemps l'idée de pouvoir allouer un véhicule à chacun de nos salariés. Et donc, on a construit cette solution. Le marché est devenu mature au plan des locations longue durée en termes de compétitivité. Et aujourd'hui, donc c'est la 3e année, hein, on a un contrat de 2 ans de location longue durée avec le groupe Toyota de Vannes. Voilà, je ne me mets pas complètement les Bretons à dos. Et donc, c'est le Toyota de Vannes qui nous a accompagnés sur cette proposition-là. Donc, on contre une amélioration de la présence des salariés à l'usine. C'est-à-dire, on a mis en place l'indice de Bradford. L'indice de Bradford, c'est le carré du nombre d'absences par la durée de l'absence. C'est plus difficile à gérer pour nous 10 absences d'une journée par an qu'une absence de 10 jours. Donc, on a défini un indicateur avec les salariés pour que tout le monde comprenne bien que c'est un enjeu. Post-Covid, on avait cette difficulté-là d'absentéisme assez importante. Et donc, on alloue un véhicule. Donc, le salarié paie entre 2 et 3 euros suivant le modèle du véhicule par jour. Nous, on paie les 2 tiers de la location. Il est fourni, il est entretenu, il est assuré. On est certain que le trajet domicile-travail ne sera pas risqué pour le salarié dans un véhicule neuf. C'est un véhicule de fonction, donc il l'utilise pour sa vie. On a aujourd'hui 80 véhicules de fonction alloués à
quiconque dans l'entreprise après 1 an de présence. Ça, ça nourrit un vrai attachement à l'entreprise. Vous allez peut-être dire, bah oui, mais alors après, les salariés sont piégés. Pas du tout. Ceux qui veulent partir, ils partent. On a eu ça. On a un dispositif qui fonctionne bien. Et on a réduit notre CO2 d'environ 180 tonnes par an sur ce dispositif-là. Alors évidemment, nos partenaires financiers pourraient penser qu'on est cinglés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement tombés sur la tête chez Pousson. C'est n'importe quoi. Mais en fait, on a réduit notre absentéisme de 4 points. 4 points, on dit 1 point, c'est 1% de la masse salariale. 4 points, c'est 4% de 4,5 millions d'euros. Donc, dans notre cas, donc, le sujet s'autofinance. C'est de la volonté, c'est du partage, c'est un moyen aussi de revenir vers le salarié sur un autre sujet que son travail, vraiment. C'est quelque chose qui est annexe. Et c'est joyeux, les gens sont contents. Vous auriez vu les personnes, parce qu'on ne se rend pas compte, là on est sur un public qui est plutôt, qui a eu accès dans sa vie à un véhicule neuf. Mais on a plein de gens chez nous qui n'ont jamais eu accès à un véhicule neuf. Et là, vous avez de l'émotion. Moi, je n'ai pas voulu être là quand les gens ont reçu leur véhicule, parce qu'il y avait trop d'émotions. Moi, je suis hyper émotionnelle, donc je ne voulais pas pleurer tout le temps. Mais quand ça m'est arrivé, les personnes étaient vraiment émues la première fois. C'était magnifique. Et en fait, on réconcilie l'enjeu social, sociétal, environnemental. Et l'entreprise peut le faire. Et ça, c'est quand même quelque chose de chouette. Pour se lancer dans la RSE, alors on doit s'appuyer aussi sur les équipes, les collaborateurs. Nicolas, est-ce qu'il faut s'appuyer aussi sur des éléments externes? S'appuyer sur des équipes externes. Et on viendra d'ailleurs tout à l'heure avec Yann de Ferraudy qui nous explique en permanence dans ses métiers de la supply chain qu'il faut partager. Partager justement. Et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. S'appuyer sur des petites équipes, des petites entreprises, des entreprises moyennes. Sur qui vous êtes appuyé, Nicolas? Non, mais d'abord, moi, je suis très croyant qu'on ne fait rien tout seul. C'est le point de départ. C'est-à-dire que, et c'est vrai en interne, avec nos collaborateurs et avec notre écosystème. Je vais faire un anglicisme. Moi, je suis très network company, comme on dit. C'est-à-dire que je pense qu'on a des points de force très importants chez Switch Energy et qu'il faut les développer, mais qu'on ne peut pas être bon partout et que la bonne façon d'avancer, c'est de trouver les meilleurs partout. Donc oui, on fait appel à des équipes sur pas mal de sujets. Je parlais tout à l'heure de sujets d'études des cycles de vie des produits. On va chercher les meilleurs qui peuvent s'engager. Alors pour nous, ce qui est important, c'est de trouver des partenaires ou des équipes qui peuvent s'engager sur le long terme avec nous, qui ne sont pas simplement juste à faire un coup rapidement. Ces sujets-là sont des sujets longs qu'il faut maturer, qu'il faut développer longuement, quoi. Et puis quand on développe de la technologie qui n'est pas notre cœur de technologie à nous, on va chercher ceux qui savent le faire. Aujourd'hui, on a des enjeux. Nouer des partenariats, par exemple. Moi, je suis très sensible à ce que vous disiez, parce que Switch Energy est en train de nous, on est en mutation permanente, et notre mutation actuelle, c'est on était une boîte de chercheurs. Notre ADN, c'est très scientifique. On est en train de devenir une société industrielle. Vous évoquiez tout à l'heure qu'on était en train d'installer un premier site de production de nos générateurs osmotiques sur le site de la Janelle, là, dans le site de Rennes. On apprend, on découvre. Je suis très sensible à ce que vous disiez, parce qu'un élément important que je trouve très important dans ce qu'on cherche à faire chez Switch Energy, comme je disais, on est une société de chercheurs de matières grises, etc. Tous les ans, on a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'ingénieurs qui arrivent et qu'on forme à un nouveau métier, mais on n'est pas que ça. En devenant une société industrielle, on a un public différent qui rentre maintenant dans la société pour travailler dans nos ateliers, pour travailler dans nos usines. Et moi, je suis très sensible à l'idée du développement d'une société, d'un territoire et de tout type de personnes. Ici, comme vous l'évoquiez, je ne connais pas les histoires de chacun, mais j'ai le sentiment qu'on a tous accès à un certain nombre de choses au niveau de vie, etc. Et tant mieux. Mais c'est pas que ça la France, c'est pas que ça nos régions, c'est pas que ça nos territoires. Et je trouve assez passionnant. Et je dois dire que pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc je le vis comme une expérience aussi, assez passionnant d'engager différents types de personnes, différents types de profils. Je parlais de mixité tout à l'heure, hommes-femmes. La mixité, c'est aussi la mixité sociale de différents types de personnes. Et
on essaye. On n'est pas toujours parfait, mais on essaye de donner cette place, de partager. Moi, je suis très peu légaliste, hiérarchiste, donc j'essaye d'avoir un peu tout le monde qui partage. Après, chacun a ses responsabilités, ses profils. Mais on essaie de faire vivre ça au maximum chez Switch Energy. Et à la limite, je suis assez fier. Une anecdote. L'année dernière, comme on fait travailler un certain nombre d'intérimaires actuellement, puisqu'on est en train d'automatiser des lignes, on a besoin de main-d'œuvre. Et j'ai trouvé que c'est un levier aussi pour nous pour recruter des équipes et les faire monter en interne. Et ça marche plutôt bien. Et c'est quelque chose, encore une fois, d'où je viens est assez nouveau pour moi, mais qui me rend extrêmement fier de ce qu'on fait avec Switch Energy. Donc, pour répondre à la question, je suis un peu détourné. Bah oui, il faut travailler avec d'autres, que ce soit en interne ou en externe, et c'est ce qu'on fait toute la journée, quoi. Voilà, travailler avec d'autres, Yann de Ferrodi, justement, pour porter aussi la voie de l'innovation, qui est un accélérateur, évidemment, donc qu'il faut intégrer dans tout ce qui est processus opérationnel. L'innovation, je pense à un exemple particulier, quand on transporte des marchandises. Le transport vélique, et on en parle ici, on est dans une région maritime qui est la Bretagne, bien sûr. Il va falloir imaginer maintenant qu'on va transporter d'un bout à l'autre de l'Atlantique, d'un bout à l'autre de la Méditerranée, ces marchandises, non plus sur des cargos polluants, des porte-containers polluants, mais des cargos ou des porte-containers à voile. Oui, alors bon, je pense que le commerce international a quand même de beaux jours devant lui avec des porte-conteneurs quand même. Hein. Oui, mais c'est maintenant qu'il faut. Bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est que j'aime beaucoup ce que vous dites. On réussit pas tout seul. J'étais encore hier, on a présenté toute une doc sur la résilience des entreprises, etc. Et en fait, on est toujours en train de chercher le héros, alors que ils sont plusieurs. C'est pas Captain America qui se relève tous les jours, hein. C'est les gens qui se lèvent tous les jours pour aller bosser, c'est vos fournisseurs, c'est les gens avec qui vous allez collaborer. Au sein de l'association, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de faire des partages de pratiques, des partages d'expériences. Les grands qui sont avec nous, parce c'est vrai, on me dit toujours, surtout quand je viens en Bretagne avec mes collègues de Bretagne Supply Chain ici à Rennes, que je salue, qui me disent ouais, mais toi t'es un grand de Paris et tout, il n'y a que des mecs du CAC 40. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre, mais eux, en fait, ont des équipes qui travaillent avec nous sur nos sujets et qui permettent de partager à des plus petites entreprises. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est des bilans avec des ETI PME en disant, bah voilà, où est-ce que vous êtes dans la maturité de votre supply chain? Quelles sont les pistes qu'on peut vous proposer pour progresser, pour être plus robuste demain, pour être plus efficace, pour être plus performant, et comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider? Et ça, c'est la collaboration qu'on a instituée dans l'entreprise. Et maintenant, vous parliez des histoires de Vélic. En fait, on avait un problème. C'est un exemple. Hein, mais c'est un exemple. Justement que, voilà, c'est un exemple qui est très intéressant. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, parce qu'après, on sera sanctionné. Le Vélic, pas de succès parce que c'est cher, et c'est cher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc, nous, on s'est dit, mais il faut qu'on sorte de ce cercle vicieux. Et on s'est associé avec une autre association qui est la UTF, l'association des chargeurs, hein, et des utilisateurs de fret. Et on a dit, est-ce qu'on peut fédérer un certain nombre de gens, des chargeurs sur l'Atlantique, par exemple, parce que c'était la première route auquel on voulait s'attaquer, en disant, nous, on est prêt à mettre un fond de cale. Alors, combien de palettes ou combien d'équivalents palettes par mois ou par semaine? Et là-dessus, on a fait un petit appel d'offres pour savoir qui voulait bien, qui était le meilleur candidat potentiel à la construction de bateaux. Et puis, ça a permis à une entreprise de mettre en chantier un premier bateau avec justement une lettre de confort de ses banques en disant, voilà, moi j'ai des clients, donc si j'ai des clients, c'est pas risqué. Et puis après, j'avais dit à mes équipes, le jour où un très grand va s'intéresser à ce sujet, on aura gagné. Et pif, CMA-CGM s'est intéressé au sujet. Et donc Dreyfus aussi. Donc tout d'un coup, maintenant, ça devient quelque chose qui est, je dirais, partageable. Et il y a beaucoup d'entreprises. Le gâteau grandit tout seul. Pour commencer à avoir une ligne régulière. Puis il y en a un qui est pas loin de chez nous, là, qui est Grain de Sel à Morlaix, et puis qui a port d'attache à Saint-Malo. Hein, et c'est des bateaux entièrement véliques. Alors il y en a qui sont en mode hybride, et puis il y en a qui sont entièrement véliques. Un mot pour terminer, parce que je voudrais qu'on aborde ensuite la question autour de l'intelligence artificielle. RSE, performance durable.
Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre? Comment est-ce qu'on concilie? Tiens Sylvie, objectifs financiers, exigences sociétales, environnementales, sans compromettre l'un et l'autre. Comment est-ce qu'on concilie business et environnement, par exemple? Comment vous avez fait, vous, chez Alors, Posson? moi, je pense que carrément, quand je vois le paysage économique autour de l'industrie dans laquelle j'évolue, on aurait disparu. On était incapable de payer des dettes de la précédente exploitation, incapable de reconstruire une usine, incapable de refinancer un parc machine, incapable de recruter les compétences, de former les gens. Si on n'avait pas éco-conçu, bilan carbone, on a calculé qu'on avait gagné économiquement 500 € par an grâce à la politique du bilan carbone pendant 17 ans, tous les ans. Et ça c'est, je l'observe. Nos collègues français, européens nous disent, on représente la France dans notre filière au plan mondial aussi, comment vous faites? Et je finis par me dire, moi c'est juste empirique, je n'ai pas de leçon à donner à personne, c'est notre expérience. Je suis complètement OK de la partager à tous ceux qui veulent la partager. C'est la politique de petits pas. On a réussi à épargner des ressources et à faire fructifier des talents dans un contexte économique très dégradé, sur des marchés très dégradés. On a réussi j'ai adoré la notion de 5 étoiles, je vais me permettre de la reprendre pour mon petit... Elle montre Emmanuel Cadio qui oui, va parce que revenir dans un c'est instant. merveilleux d'avoir eu cette idée de 5 étoiles, c'est ce qu'on fait pour nos clients, parce qu'on Rappelez ce aime que nos c'est, clients. Sylvie. Ce que c'est 5 étoiles, oui. c'est le service 5 étoiles pour ses clients, quelle que soit leur taille, parce que nous aussi, on a des clients de toutes les tailles, et c'est ce qu'on veut faire parce qu'on est amoureux de nos clients. Et ça, c'est ce qu'on partage avec nos équipes, nos salariés, c'est ce qu'on veut cultiver aujourd'hui et pour l'avenir. Et donc, je pense que si on n'avait pas fait tout ça, on serait disparu. Et moi, ma petite mission sur cette terre, c'est de pérenniser cette entreprise que je n'ai pas fondée, qui n'est pas de ma famille, mais j'ai envie qu'elle continue à nourrir de talents son territoire. Elle a encore un mot, Nicolas Euzet et Yann de Feraudy. Peut-être deux réflexions sur des choses, je crois qu'on a déjà un peu touché. Nous, notre ADN, c'est de faire de l'énergie propre, décarbonée, etc. Donc on a le sentiment, donc c'est une boussole pour nous. Et en même temps, la réalité, c'est que ça ne marche que si on fait une énergie compétitive. Dans les journaux, à la radio, à la télé, partout, on nous dit, alors le monde change un peu, je l'admets, mais globalement on nous dit il faut faire de l'énergie renouvelable, de l'énergie propre, etc. Les choses sont un peu plus complexes que ça. C'est-à-dire que dans le monde de l'énergie, dans les médias, on nous dit qu'il faut de l'énergie propre, fiable et pas cher. Dans la vraie vie, il faut de l'énergie pas chère, fiable et propre. Le sens, c'est celui-ci. Et donc, on doit gérer, comme toutes les entreprises, ce qu'on appelle chez nous des polarités, entre des objectifs de propreté de notre technologie, des objectifs financiers, etc. À la fin de la journée, et ça a été évoqué tout à l'heure, ça ne marche que si les économiques fonctionnent. Et donc, on doit gérer ça. Et donc, vous le disiez dans votre propos introductif, je crois, ou je crois que c'était Alban qui disait ça, on doit prendre des décisions tout le temps, on est seul, etc. La RSE est une de nos boussoles, mais elle ne peut fonctionner que si elle vient avec d'autres enjeux, et notamment économiques, quoi. Le mot de la fin, la RSE, ça rapporte de l'argent? Alors ça Yann. peut en rapporter. La preuve, ce que j'aime bien, c'est que c'est de l'expérience. Et ça, je trouve ça absolument super. Et ensuite, on est quand même engagé dans cette démarche. Je pense que ce qui fait votre succès, vous l'avez répété plein de fois, c'est que c'est intégré dans la stratégie, c'est intégré dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est tout sauf un exercice de conformité. Voilà. Merci à tous les trois. Merci. À Sylvie Cazenave-Perret, ambassadrice de l'entreprise du futur. Merci Yann de Feraudy. Merci Nicolas Euzet.